Tengoku Daimakyo, Summertime Render, Médailliste, Star Wars Vision, tous ces animés ont un même point commun. Ils ont tous été enterrés vivants dans le même cimetière, Disney+. Je n'ai jamais véritablement exposé mon avis sur la plateforme depuis son entrée dans le monde de l'animation japonaise. Contrairement à des plateformes comme Crunchyroll, l'histoire s'en souvient encore. Depuis l'arrivée de la plateforme dans la Japanime, il y a de cela plus ou moins 4 ans maintenant, j'avoue que je suis resté assez loin des débats sur à quel point Disney+ était un véritable désastre pour les animés qui y sortaient. Au départ, l'arrivée de Bleach avait énormément fait parler de Disney+, même si la promotion n'était pas folle, on parle d'un animé du Big Three avec une communauté énorme, et évidemment que cette dernière allait être au courant de la continuité de la série que les fans n'attendaient plus et ont accueilli comme étant le Saint Graal. Par la suite, les critiques se sont intensifiées sur 2 éléments principaux. Le premier, encore une plateforme supplémentaire, donc un abonnement auquel souscrire en plus de Crunchyroll, ADN, Netflix, Amazon pour visionner des animés. Et vu le peu de contenu intéressant sur la plateforme côté Japanime, à moins d'être un fan de Disney et d'en profiter pour faire d'une pierre deux coups, ou de vraiment kiffer de fou des animés qui sortent sur Disney+, justifier un abonnement sur la plateforme en tant que fan d'animé, c'est assez compliqué, et à juste titre. Toutefois, chacun a le droit évidemment de considérer que le contenu d'une plateforme ou d'une autre est intéressant, de souscrire à un abonnement Disney+. Si on trouve qu'il y a du contenu intéressant, alors pourquoi pas? Mais ça nous fait arriver au second point. Encore faut-il savoir quel contenu il y a sur la plateforme. J'ai vu énormément de monde gueuler sur le peu de promos que faisait Disney+ pour les animés, leur communication désastreuse, etc. Et franchement, je comprends tout à fait. Contrairement à Netflix, ADN, Crunchy, etc., la promo de leurs animés est inexistante. Même dans le cas de Netflix ou Prime, pour qui l'animation japonaise c'est pas le contenu principal, ils communiquent dessus tout de même. Je peux même pas me rappeler de quand Disney+ a fait une annonce qui m'a appris qu'un animé sortait sur leur plateforme. Et si ces critiques datent d'il y a quelques années, elles sont encore bien valables aujourd'hui. J'étais curieux sur leur promo niveau anime sur Twitter, donc j'ai scrollé et les seuls tweets trouvés sur 2025 pour les animés sont des annonces de doublage à la suite d'un thread, mentionnant par exemple que la VF de Tokyo Revengers saison 2 sort 2 ans après sa sortie originale, l'un ou l'autre tweet sur One Piece, et c'est tout. En 8 mois, les publications sur leurs animes se comptent sur les doigts d'une main. Et rien pour en faire vraiment la promo, juste des annonces noyées parmi d'autres. Et quand ils publient des visuels avec des nouveautés, ils noient les animés dans les séries, même s'ils savent que c'est évidemment pas le même public. Et vous voulez aller voir le compte de Disney+ mondial? C'est encore pire. Instagram, le néant. Aucune trace d'animé, donc pourquoi acheter des licences si c'est pour au final ne rien en faire? Aujourd'hui, on sait que lorsque Disney+ fait l'acquisition d'une licence animée, il y a de grandes chances pour qu'elle subisse une très pauvre mise en avant, et c'est d'autant plus dommage lorsqu'on sait qu'il y a de très très bonnes œuvres. C'est réel, je suis allé faire le bilan des sorties Disney+, c'est franchement triste à dire, mais il y en a eu pour tous les goûts, quoi. Des séries expérimentales super intéressantes comme Star Wars Vision, des animes appréciables par un large public qui font preuve d'une grande qualité dans l'utilisation de leurs concepts, leur univers et leur ambiance comme Summertime Rendering. Sur leur plateforme, on y trouve aussi une des meilleures productions de 2023, Tengoku Daimakyo, un animé avec un potentiel immense par ses nombreuses qualités qui n'a aucunement été mis en avant. Heureusement, la communauté manga animé abrite énormément de passionnés qui ont fait du bruit autour de Tengoku et même Summertime Render au final afin de les populariser. Et on peut dire merci également aux créateurs de contenu qui en ont fait clairement la propagande afin que ces animés ne tombent pas totalement aux oubliettes. Malgré tout, je suis persuadé qu'ils auraient vraiment pu être plus populaires s'ils avaient reçu la promotion qu'ils méritaient. Toutefois, il s'agissait ici de nouveaux animés, les matériaux d'origine n'étaient pas non plus les plus connus du monde, pas autant que des Bleach, etc. Donc je comprends que Disney peut pas tout mettre en avant et qu'ils choisissent ce qui a le plus de potentiel de leur rapporter de l'argent. Mais alors pourquoi faire l'acquisition de licences, dépenser de l'argent là-dedans, si c'est pour au final ne strictement rien en faire? Je comprends pas. Parce que même si ces productions ont connu un petit succès chez les fans assidus d'animé, je mets ma main au feu que la plupart les ont regardés sur des sites de streaming illégaux. Et c'est tout à fait normal. Personne va payer un abonnement mensuel ou annuel pour voir un animé de temps en temps sur la plateforme, ça n'aurait aucun sens. Toutefois, malgré ce que j'ai déjà évoqué dans cette vidéo, il y a une raison qui m'a poussé vraiment à faire cette vidéo et à déverser un peu mes nerfs sur Disney+, mais surtout à vous recommander un animé qui est sorti sur leur plateforme et qui n'a pas eu la popularité qu'il méritait, c'est quand j'ai appris vraiment qu'ils en avaient rien à foutre des animés. Aucune considération à ce niveau-là, c'est de l'irrespect. Ce qui m'a fait péter une case, c'est quand Disney+ a omis, a oublié, j'en sais rien, de mentionner qu'ils avaient sorti la suite d'un animé absolument cultissime. Un vrai bijou de la Japanime dont j'ai déjà parlé en vidéo, qui a une ambiance, une narration, une direction artistique unique. Ils n'ont prévenu personne de la suite de Tatami Galaxy.
Tatami Galaxy, c'est un animé adapté des romans de Morimi Tomihiko qui ont été récompensés à plusieurs reprises et produit par le studio Madhouse sous Masaaki Yuasa. L'animé est sorti en 2010 et a reçu lui aussi de nombreux prix, récompensant essentiellement son inventivité dans sa narration et son esthétique, faisant de lui un de ces animés qui arrive à repousser les limites de son médium et est considéré par beaucoup, encore aujourd'hui, comme une pépite unique en son genre. Et vous le savez comme moi, être unique dans son médium à sa sortie, mais également 15 ans après dans une industrie aussi surchargée que la Japanimation, c'est déjà une belle perf. Mais concrètement, Tatami Galaxy, ça parle de quoi? On suit les aventures d'un étudiant dont on ne connaît pas le nom, qui arrive à l'université de Kyoto en quête de sa vie étudiante idéale et surtout de l'amour. Après une rencontre étrange dans un stand de ramen, il se retrouve projeté dans une série de réalités parallèles où chaque épisode réinitialise sa première année et lui fait choisir un club différent. À chaque boucle, ses décisions le mènent sur des chemins absurdes, drôles et bien souvent foireux qui l'obligent à se confronter à ses erreurs, à ses illusions et à devenir une meilleure version de lui-même. La structure narrative renvoie constamment à cette idée de « et si j'avais choisi autrement, qu'est-ce qui se serait passé ? Que serais-je devenu ?» Et franchement, c'est brillant. Ce gimmick est utilisé d'une part pour mettre en lumière des situations différentes avec des personnages récurrents, mais surtout pour faire passer des messages forts, notamment tant qu'on vit dans le regret ou dans un idéal impossible, on passe à côté du présent. Nos décisions sont certes importantes, toutefois ressasser le passé et vivre continuellement dans le regret sous prétexte qu'on en a pris des mauvaises, ça ne mène à rien. Tatami Galaxy, au travers de son héros, nous rappelle qu'il faut arrêter de vouloir la vie parfaite et de vivre celle qu'on a sous les yeux, car elle est unique et aussi banale soit-elle, elle peut peut-être devenir incroyable. Les opportunités sont parfois sous nos yeux et il faut arrêter de battre en retraite sous prétexte d'attendre la bonne. Cette histoire, ces messages, ils sont appuyés par une narration assez exceptionnelle, allant à 100 à l'heure et plongeant constamment dans les pensées du héros prononcées à haute voix avec un débit ultra rapide, qui est d'ailleurs assez impressionnant lorsqu'on débute la série. Cette narration dense, elle est naturellement contrebalancée par les interactions avec le casting de l'animé, aussi intéressant que déjanté, mais surtout parfois, je dirais qu'elle peut dérouter. Ce qui est tout à fait intéressant malgré elle, c'est qu'on comprend que la vitesse avec laquelle ça débite, ça traduit les pensées intérieures du héros en temps réel, ce qui rend donc cette narration si rapide tout à fait crédible. Elle est d'ailleurs sublimée par l'esthétique unique et pour moi absolument sublime de Yusuke Nakamura qui est rapidement devenu un de mes artistes préférés. Ses décors et son chara-design sont reconnaissables entre mille et ce qui apporte d'ailleurs à Tatami Galaxy une patte visuelle originale et inimitable. Mais comme si ça suffisait pas, Masaaki Yuasa a su s'approprier cette direction artistique avec brio. Grâce à ses idées incroyablement inventives, il a réussi à ajouter une vraie dimension supplémentaire à la narration en faisant de l'esthétique un vecteur puissant d'émotion et de sens. Yuasa et son équipe exploitent à 100% les designs de Nakamura et repoussent les limites de la créativité du médium à coups de changements de ton au travers de couleurs assez uniques, de perspectives tordues, d'expressions faciales over-exagérées qui surprennent le spectateur, mais qui sont surtout intéressantes pour accentuer les moments comiques, loufoques et l'acting des personnages à certains moments. En fait, tout comme dans Crybaby que vous connaissez très certainement mieux, Yuasa, ici, il se réapproprie une œuvre en lui donnant sa patte. Il laisse l'animation se tordre quand l'émotion ou la folie le demande, et ce pour faire passer une idée, plutôt que de tenter un réalisme sans impact et sans saveur. Et lorsqu'il faut être sérieux et plus terre à terre, Tatami Galaxy sait l'être aussi. Certaines séquences en lien avec les messages de l'œuvre peuvent vite adopter un ton plus mélancolique, parfois montré avec des plans en prise de vue réelle ou mettant en avant des endroits existants pour une immersion totale. Parce que oui, pour avoir regardé le making-of, le staff a été sur les lieux où se déroule l'histoire imaginée par Morimi Tomihiko pour s'en inspirer afin de les reproduire sur des séquences d'animation, mais aussi pour intégrer des prises de vue réelles et je trouve ça trop bien. D'ailleurs, en parlant du staff de l'animé, il y a un truc assez choquant. Même si Yuasa est le directeur en chef de l'animé, il a délégué la direction de différents épisodes à plein de staffs différents, ce qui fait qu'il a eu pratiquement un directeur différent pour chaque épisode, et on parle pas de n'importe qui. Même si à l'époque il avait pas le même bagage qu'aujourd'hui, l'épisode 6 a été réalisé par exemple par Natsumi Shingo, le réal de la saison 1 de One Punch Man, animateur sur FMA Brotherhood, Gurren Lagann, et à qui on doit le meilleur opening de AQ. Je vous laisse deviner lequel. On a aussi Miyazawa Yasunori qui a dirigé l'épisode 3 et qui a intégré son style d'animation très distordu, notamment au niveau des membres et des visages dans son épisode, comme on l'avait déjà vu dans ses nombreuses séquences d'animation précédentes dans différents films, séries qu'il avait animés par le passé. Et le soin tout particulier apporté au staff, il va même jusqu'aux openings et endings. Pour le premier, on a Kato Michiya à la direction qui s'est illustré par son travail incroyable sur la partie CG et photographie du film Paprika, qui est le boss également de Big Studio de production et qui nous propose dans l'opening des plans de caméra judicieux se déplaçant habilement dans un décor en prise de vue réelle, ce qui donne au clip une vibe vraiment unique. Et pour l'ending, il a
été confiée à Osogane Takuya, un artiste mondialement connu pour ses productions en motion design à couper le souffle. Tout ça pour dire que le staff, en plus d'être d'une grande qualité et guidé par le génie qu'est Masaaki Yuasa, avait une véritable volonté de proposer quelque chose de différent, de neuf à chaque épisode. Et ça colle parfaitement au concept même de l'anime, cette boucle temporelle où chaque choix du héros l'entraîne dans une nouvelle aventure à chaque épisode pour finalement revenir presque inévitablement au même point de départ, accompagné d'un chara designer au style reconnaissable entre mille, offrant une esthétique forte, des talents incontestés de l'industrie, un auteur primé, le tout sous la tutelle de Studio Madhouse dans son apogée qui offre une immense liberté aux projets naissants. On avait vraiment la recette d'une œuvre marquante et spoiler, on a eu droit à une œuvre marquante. Elle n'a laissé aucun spectateur indifférent. Cette œuvre, elle a été marquée par la critique positive et surtout a été pas mal visionnée pour une œuvre qui se veut quand même assez niche. Donc il y a une fanbase qui est présente, qui n'attendait même plus finalement Tatami Galaxy, mais dont l'œuvre est restée gravée dans les cœurs et qui aurait pu accueillir cette nouveauté comme un événement dans la communauté manga animé. Mais non, Disney+, eux, ils ont pris Yojohan Time Machine Blues, la suite de Tatami Galaxy, ils l'ont poussé dans un coin du catalogue, évidemment sans aucune promo, histoire que personne soit au courant que ce soit sorti. Comme si ça n'avait aucune importance, et ça, je suis pas d'accord, parce que cet animé sorti en 2010, c'est une des plus grosses claques que je me sois pris dans mon parcours en tant que fan d'animé. D'ailleurs, même le film The Nighty Short Walk On Girl, sorti il y a déjà quelques années, qui se déroule dans le même univers que Tatami Galaxy, est un de mes films préférés. Je vous le recommande vraiment. Mais là, on a la vraie suite de Tatami Galaxy, et franchement, ça devait être un événement mondial, mais non. C'est passé à la trappe avec Disney+. Et franchement, ça reste un délire, Tatami Galaxy. On est d'accord là-dedans. Il n'y a pas une personne sur 5 qui va se plonger dans Tatami Galaxy et qui va probablement avoir le même ressenti que moi ou qu'un autre fan de la série. Mais quel est l'intérêt dans tous les cas de reprendre cette licence pour ne rien en faire? Je comprends pas. Maintenant, parce que j'en vois certains venir, il y en a qui diront, et ils ont raison, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas appelé ça Tatami Galaxy saison 2? Ça aurait peut-être fait plus de bruit, ça aurait peut-être plus été popularisé, voire même peut-être que Disney+ aurait compris que c'était la suite d'un gros truc et pas juste une nouvelle série de 6 épisodes que personne n'attend. Effectivement, ça aurait pu aider. Yojohan Time Machine Blues, c'est la suite spirituelle et thématique de Tatami Galaxy. Même si ce ne sont pas les mêmes œuvres d'origine en tant que telles, Machine Blues a été pensé pour être la suite de Tatami, avec Morimi à l'écriture, mais cette fois en collaboration avec Makoto Ueda, le scénariste de l'anime Tatami Galaxy. L'histoire commence lorsque Ozu, un personnage qui fout le sbeul partout où il passe, casse la télécommande de la climatisation en plein été caniculaire à Kyoto. Résultat, le dortoir étudiant se transforme en véritable sauna infernal. Toutefois, les protagonistes mettent la main sur une machine à voyager dans le temps et vont avoir la judicieuse idée de revenir dans le passé pour empêcher Ozu de casser la télécommande. Évidemment, manipuler le temps, c'est jamais anodin. Les personnages commencent à créer des paradoxes et la situation dégénère de plus en plus pour finir à une situation tout à fait absurde, mais qui fera malgré tout avancer les relations entre les personnages et nous donnera des informations intéressantes sur ces derniers personnages qu'on a suivis tout du long de Tatami Galaxy, je le rappelle. Avec ces 6 épisodes, Yojohan Time Machine Blues continue de parler du regret et d'accepter les choses telles qu'elles sont, sans chercher à modifier le passé, et que ce sont finalement les expériences, parfois aussi foireuses soient-elles, qui rendent l'existence intéressante. Là où Tatami Galaxy jouait un petit peu sur ses boucles existentielles en répondant à la question « Et si j'avais choisi un autre club, est-ce que ma vie serait différente ?» Ici, Time Machine Blues pousse le délire encore plus loin. Cette fois-ci, les boucles sont plus métaphoriques mais littérales grâce au voyage dans le temps et tendent à démontrer qu'en essayant de réparer le passé, on peut créer des situations encore plus catastrophiques. Dans un cas comme dans l'autre, on est sur des œuvres uniques, des véritables expériences au sein de la Japanimation qui se suivent et se complètent. Si Tatami Galaxy avait révolutionné la Japanime en son époque par sa réalisation, sa narration, son esthétique hors du commun, portée par des visionnaires de l'industrie, Time Machine Blues n'est aucunement en reste, et c'est déplorable que personne ou presque n'ait été au courant de sa sortie, ne s'y soit intéressé, et que cette sortie, par chez nous, n'ait pas véritablement remis Tatami Galaxy au devant de la scène. Donc je reprends tout ça en main pour vous faire regarder Tatami Galaxy et pourquoi pas le film The Nighty Short Walk On Girl et surtout la suite peut-être de Tatami Galaxy sortie sur Disney+, Yojohan Time Machine Blues. Il m'aura fallu quelques années mais j'aurais finalement parlé au travers de différentes vidéos de ces 3 œuvres issues de la saga Tatami Galaxy. Finalement, j'espère que j'aurais pu vous les faire découvrir. Dans tous les cas, petit message à Disney+, mais il faut vraiment faire quelque chose pour la promo des animés s'ils continuent à en diffuser, parce que là, c'est catastrophique. Vraiment, c'est un pur cimetière de la Japanimation et c'est d'une tristesse sans nom. Ou alors, petite solution à envisager, m'engager
Voilà, donnez-moi des billets pour faire la promo de vos animés comme je le fais ici et vous inquiétez pas, il y aura des gens qui seront au courant. En tout cas, j'arrêterai jamais de la fermer si on me paye pour parler d'animés. Je vous invite à aller visionner Tatami Galaxy. N'hésitez pas à lâcher un petit like sur cette vidéo, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao les potes.